Donc bienvenue à la boutique Potemkin. On fait ces rencontres-là régulièrement et on accueille donc des cinéastes, des essayistes, des écrivains. Et voilà, on a une boutique qui existe depuis plus de 10 ans. Cette boutique a des passagers réguliers, des amis et des gens qui nous aiment beaucoup. Et Maxime Lachaud, qui est venu de loin, du sud-ouest, ouais. Voilà. Tu n'es plus à Toulouse? Je suis dans un village maintenant qui s'appelle Saint-Julia. D'accord. Okay. Alors, on n'est pas nombreux. Hein. Donc, pourquoi je parle d'Amis de la boutique? Parce que tu avais écrit un ouvrage sur Potemkin, la boutique, mais Potemkin éditeur aussi, Potemkin où le cinéma a halluciné, et sur le mode de l'essai, de l'interview, tu avais développé ta pensée, et puis tout ça se poursuit à travers cet ouvrage qui vient de sortir, Shock Roads, des cauchemars américains au film Rêve, donc aux éditions Timeless, que je salue. Donc voilà, c'est toujours des livres qui pèsent leur poids, qui sont où on sent que tu mais pas trop lourd non plus pour qu'on puisse voyager avec. Exactement. Donc je fais un petit rappel biographique pour te resituer, même si le public est composé d'amis ou de gens qui te connaissent, mais d'autres ne te connaissent peut-être pas. Donc tu es journaliste, essayiste, réalisateur et programmateur. Tu es tombé donc très tôt dans les marges du cinéma, de la musique et de la littérature. C'est important parce que vraiment dans tes livres, ce qui est appréciable, c'est qu'on découvre plein de choses et que tous les arts communiquent, tant le cinéma que la musique, que le rapport aux écrivains. C'est toujours un régal de faire dialoguer toutes ces expressions artistiques. Donc tu aimes surtout explorer l'histoire du 7e art sous des angles originaux, en mettant en lumière ces genres les plus insolites. Donc le Mondo, parce que tu étais venu pour la rencontre qu'on avait fait autour du cinéma Mondo Movies, cet ouvrage que tu avais écrit et qui avait accompagné donc un coffret qu'on avait édité aux éditions Potemkin. Donc Mondo Movies, reflet dans un œil mort. Tu avais aussi, tu es réalisateur de films. Alors là, je te laisserai peut-être plutôt développer toi-même ton travail de réalisateur. Je vais me fixer sur les livres, c'est déjà pas mal. Donc il y avait un livre qui s'appelait Redneck Movies, Ruralité et Dégénérescence dans le cinéma américain, chez Rouge Profond. Un ouvrage, ça c'était en 2014. En 2007, je le fais dans le désordre, Harry Cruz, un maître du grotesque, en 2007. Donc ça c'est intéressant parce que c'est des portes d'entrée qu'on retrouve aussi dans ton ouvrage et dont tu vas nous parler ce soir. Et voilà, parce que moi je découvre plein de choses, c'est pas du tout mon rayon. Donc quand je suis au contact avec tes passions, je découvre 1000 choses. Et il y a des préfaces, des postfaces, des ouvrages collectifs. Il y a beaucoup de choses qui vont vers le continent américain, et précisément dans ce continent américain, le sud des États-Unis. Donc ma première question, mon cher Maxime, c'est pourquoi cette région-là, qu'est-ce qui fait... toi, jeune homme, jeune adolescent, parce que ce livre a quand même des airs de biographie aussi, où tu commences en disant, tout petit, j'étais élevé dans un village où il n'y avait pas grand-chose à faire, et où ton image... Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme, un jeune adolescent du sud-ouest de la France se prend de passion et se connecte avec l'autre bout du monde, et précisément dans cet autre bout du monde, le sud des États-Unis? Ouais, c'est une grande une histoire d'amour quelque part avec le sud des États-Unis. Moi, ça a été vraiment la découverte à l'adolescence, à la fois d'écrivains et de films. C'est vrai, quand j'ai vu Délivrance à la télé,
quand j'ai loué Massacre à la tronçonneuse, c'est des œuvres qui m'ont énormément parlé. Mais en même temps, quand j'ai découvert les écrits de Joe Lansdale, et puis après donc, de Flannery O'Connor, de Harry Cruz, de Faulkner, c'est un univers auquel j'appartenais quelque part. Je ne sais pas pourquoi, et peut-être j'ai écrit ce bouquin pour savoir un peu. Et c'est vrai, à la fois les univers qui dépeignent me semblaient complètement irréels, fantastiques. Et d'un autre côté, j'avais l'impression d'en avoir tous les codes. Moi, dans ma campagne, environné avec des chiens qui aboient, qui nous empêchent de sortir dehors, recevoir les catalogues de vente par correspondance, La Redoute et les Trois Suisses, où tu te crées des histoires en faisant des collages avec les personnages. C'est exactement ce que faisait Harry Cruz, lui, dans sa campagne, avec le catalogue Sears Roebuck. Et en fait, cet ennui, cette mélancolie des auteurs du Sud, des paysages du Sud, elle me parlait énormément. Et c'est vrai qu'à partir de 16-17 ans, ça a commencé à devenir une sorte d'obsession. Et tout ce qui était lié à ces États du Sud, il fallait que je l'ingurgite, je le découvre. Et c'était un monde infini. Et c'est par la littérature et en travaillant sur les auteurs du Sud, sur lesquels j'avais fait ma thèse de doctorat, que là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu aussi un cinéma, le fameux bouquin Redneck Movies, un cinéma de drive-in, des productions locales qui mettaient en avant cette classe pauvre, blanche, et leur intérêt pour l'alcool, pour les doubles prénoms, pour évidemment l'alcool frelaté, je parle le moonshine, etc. Et donc là, j'ai commencé à creuser, et c'est vrai que par exemple, Redneck Movies, j'avais bossé quasiment 8 ans de recherche à aller découvrir tout ça. Et puis plus tard, j'ai rencontré des écrivains, dont certains qui se retrouvent là, mes entretiens avec eux, comme Mitch Cullen, qui avait écrit Tideland, qui a été adapté par Terry Gilliam par la suite, et qui lui me disait, mais en fait, tous les bouquins, tous les films dont tu parles dans Redneck Movies, c'est mon adolescence, en fait. Et pareil, Scott Haim, qui a écrit Mysterious Skin, lui pareil, ses parents l'ont mené au drive-in. Et en fait, c'était vraiment leur culture. Ce cinéma, donc certains films, on a pu les voir en VHS, mais la plupart n'étaient même pas sortis en France. Et donc c'est vrai que j'ai commencé à creuser, et ce Sud m'a emporté en fait. Et il continue à m'obséder et je continue à y retourner, notamment pour ce livre. C'est ça, encore une fois, tu parles de ce Sud de pecno arriéré, raciste, sexuellement frustré, bigot. Dans ce Sud-là, chez ces gens-là, tu vas trouver quelque chose de l'humour, une excentricité, une sorte de fantaisie comme ça qui va te toucher. Parle-nous peut-être de Harry Cruz, moi que t'en as peut-être déjà beaucoup parlé, mais c'est intéressant parce que tu as voulu le rencontrer. Ouais. Et donc ça, c'est pas seulement rêver l'Amérique, rêver ce Sud de l'Amérique, c'est aller le côtoyer, échanger et rencontrer les gens qui ont fabriqué cet imaginaire-là qui t'a tant plu. C'est vrai que ce livre, il est vraiment à la fois sur ses rêves de cinéma, mais aussi vouloir les concrétiser. Et aussi vouloir rencontrer ces personnes qui nous font rêver, et notamment moi quand je suis ado, que je lis des auteurs comme ça ou que je vois des films comme ça, oui, il y a un moment où on se dit j'ai envie d'échanger avec eux. Et c'est vrai qu'Harry Cruz a été... Alors qui est Harry Cruz ? Alors c'est un auteur qui est né en Géorgie, le comté de Bacon. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, il y a quelques familles à peine. Donc c'est dans le sud de la Géorgie. Et c'est un écrivain, donc son premier roman, Le chanteur de gospel, sort dans les années 60. Et il est vite devenu une référence de ce qu'on a appelé le gothique sudiste,
en littérature, c'est-à-dire un peu une littérature de la chute, une littérature du grotesque, un monde un peu qui a perdu son sens, où tout le monde croit un peu dans n'importe quoi. Donc, et puis qui tous essaient de trouver du sens, mais toujours avec de la folie. Donc, par exemple, dans Cars, c'est un personnage qui veut manger une voiture en pièces détachées. Mais évidemment, ça ne marche jamais. Donc, il a des hémorragies anales. Et c'est son frère jumeau qui le remplace. Mais ça ne marche pas non plus. Après, par exemple, le roi du chaos, c'est un boxeur raté qui, du coup, se met KO lui-même. Et il devient une sorte d'attraction, comme dans une foire aux monstres. Donc voilà, on est vraiment dans un univers tragique-comique. C'est très drôle aussi. Et aussi, c'est quelqu'un raconté comme qui ça, était... ça a l'air plutôt tragique. Mais ça l'est aussi. Ouais. Mais il était aussi fasciné par le bodybuilding. Lui-même était était culturiste. C'est ça. Le roman Le Faucon va mourir, c'est sur un personnage qui essaie d'éduquer un faucon, mais là aussi c'est un peu une ambition impossible. Et il y a aussi beaucoup le sentiment de culpabilité et de l'innocence perdue chez lui, mais qui est quelque part quelque chose qu'on retrouve chez tous les auteurs gothiques du Sud. Et donc voilà, on est dans des petits mondes grotesques, mais dans un contexte toujours assez moralisé. Comme disait Flannery O'Connor. Flannery O'Connor, donc c'est une écrivaine du sud des États-Unis aussi, plutôt des années 50, 60, qui a écrit notamment le Wise Blood, qui a été adapté par John Huston, Le Malin. Ah d'accord, ok. Et donc voilà, tous ces prêcheurs itinérants, les croyances un peu absurdes, et toujours cette question de la rédemption, du péché. Et donc, comme disait Flannery O'Connor, si le Sud n'est pas centré sur le Christ, il est hanté par le Christ. Et donc, on est un peu dans ces territoires-là. Et Harry Cruz, c'est vraiment quelque part le point ultime de cette tradition. C'est peut-être le plus fou, le plus extrême. C'est un personnage vraiment haut en couleur. Et toi, quand tu le rencontres, donc tu le rencontres, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que il correspond à ce que tu avais imaginé, ou il a quel âge? Alors moi, quand je le rencontre, donc on est dans les années 2005. Donc il est déjà un peu malade, mais il est toujours extrêmement impressionnant, massif, une peau de serpent. On l'avait vu au cinéma dans un film Indian Runner de Sean Penn. Il jouait le père. Et une voix, un physique à la Bela Lugosi en fait. Quand on le voit, on a l'impression qu'on a Bela Lugosi en face de nous. Voilà, une sorte de monstre sacré. Et en plus, il sait qu'il est impressionnant. Il en joue, quoi. Il en joue, il a une diction, il aime faire peur aussi, il aime séduire aussi. Il a une voix incroyable, une voix de bluesman. Très vite, il s'est mis à chanter des airs et c'est absolument sublime. Et en fait, rencontrer Harry Cruz et surtout rencontrer sa famille, c'était juste être dans les romans. En fait, c'est que là, tout d'un coup, c'est plus des personnages sur la page. Là, c'est vraiment, on est... Mais là, tu parles quoi? De femmes, enfants? J'ai rencontré sa famille, ses cousins, parce que du coup, j'étais aussi allé dans le comté de Bacon. Au final, je vais, comme d'habitude, dans la station-service... Et là, je demande la famille à Hazelden, qui était la famille de ses cousins. Et évidemment, il y avait plein de Hazelden, parce qu'au final... Mais ils ne sont pas tous dégénérés, ou pas tous... Non, mais par contre... moi, je les ai trouvés charmants. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de prothèses, parce que la vie à la campagne est très dure. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup de doigts aux mains. Bon, après ça c'est normal, mais dans la ruralité, même ici, c'est pareil. Oui, peut-être un peu plus de doigts quand même, je sais pas. Mais peut-être parce que les machines étaient moins efficaces, peut-être. D'accord, ok. Et notamment, il avait un cousin, et ça c'est magnifique, qui parlait aux mules.
Pardon. Enfin, les mules, tu vois. Mais il avait appris le langage des mules. Donc, il me fait viens voir mon marécage. Et donc là, il me montre le marécage. Il fait ouais, c'est magnifique. J'étais en mode un peu évaporé. Et donc, il me montre sa collection de ratons laveurs morts là. Et puis, en fait, c'était pas ça qu'il voulait me montrer. Il voulait me montrer qu'il allait appeler la mule pour qu'elle vienne vers nous. Et en effet, c'était très impressionnant. Et après, il m'a dit tape sur mon cou. Et en fait, son cou était rigide. Parce qu'en fait, sous la peau, il y avait mis. En fait, il pouvait pas tourner la tête. Il avait du métal à l'intérieur du cou. D'accord. Donc, ce qui faisait qu'il était très figé comme ça. Oui, mais j'imagine. Ouais. Ouais, donc c'est ce type de... Mais même ses cousins, sa famille, c'était tous des personnages qu'il y a dans ses romans. Et lui-même, tout se passe soit dans le nord de la Floride, soit en Louisiane, soit dans le sud de la Géorgie. Donc, ce sont les endroits qu'il a vécu. Et forcément, quand on les rencontre, on se rend compte qu'il raconte juste son réel, en fait. Et voilà, c'est les personnages à la Werner Herzog, tu vois. Werner Herzog, il a bien mangé sa chaussure. Oui, mais c'est différent. Herzog, c'est différent. Je ne mettrais pas dans la même catégorie. Là, c'est pas le même continent, c'est pas la même culture, c'est pas la même démesure, quoi. Il y a une démesure. Mais alors non, mais c'est passionnant. Et donc. Dans ce livre-là, tu parles d'Harry Cruz, mais tu fais le lien, les chapitres d'après, avec les films. Il y a toujours, c'est ce qui est très riche. C'est-à-dire que tu fais dialoguer, encore une fois, ton expérience documentaire, j'ai envie de dire, et ton expérience de cinéma, de cinéphile, et comment le film t'impacte. Oui, parce que sur ce livre, donc, qui a la forme, je vais dire, de carnet de voyage, entrecoupé de films qui ont marqué mon parcours et mes envies de voyage aussi. L'étape Harry Cruz a été fondamentale. Vu que j'ai eu la chance de passer du temps avec lui. Quelques années après, il allait décéder. Et c'est vrai que ça m'a ouvert plein de portes vers un cinéma, vers une littérature. Et donc ce premier voyage en Floride que j'ai passé avec Harry Cruz, c'est comme une sorte de matrice d'où tout le reste a découlé. Et après, je vais commencer à faire des recherches plus approfondies sur des aspects de cette culture sudiste. Mais c'est intéressant parce qu'on identifie vraiment la Floride, la Louisiane, le Texas. C'est vraiment des pays en soi, quoi. C'est des cultures, des histoires, et on le sent aussi dans ton livre. Et alors c'est drôle parce que je prends juste le premier repère quelques repères. Donc tu prends l'enfant miroir de Philippe Ridley. Alors, je suis très content parce que je l'avais fait venir ici, Philippe Ridley, qui était un homme charmant, The Reflecting Skin. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a tourné l'enfant miroir, mais je crois qu'il n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis. Et c'est intéressant, je trouve aussi, par rapport à toi, comment ça dit quelque chose de personnes qui rêvent ou qui délirent ou qui ont un contact avec ce pays-là via, lui c'était beaucoup la bande dessinée, je crois. Donc voilà, parle-nous peut-être de ton rapport à ce film-là. Et la peinture aussi, il a adoré Edward Hopper. Complètement, voilà. Mais comment l'imaginaire fait qu'il arrive à capter quelque chose de très américain alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Ouais, ça pour moi c'est vraiment un film hyper important dont The Reflecting Skin, je découvre ça, j'ai 17-18 ans avec une copine en VHS et on était persuadés que c'était vraiment un Américain qui avait fait le film. Pour nous c'était le film pur pour représenter le gothique américain. D'ailleurs, le film est inspiré d'une série de tableaux qu'il avait faite au début des années 80 qui s'appelait American Gothic. Où tous les personnages ressemblaient à Elvis ou Marilyn. Il se baladait dans des Cadillacs noirs avec ses champs de blé. Qu'il a fait repeindre apparemment des champs de blé en jaune. Pour le film, exactement. Il a fait tout repeindre. C'était pas assez jaune. Délire total. Et donc voilà, ça part de fantasme absolu. Et quand je le rencontre, parce que pour moi c'était une sorte, il fallait que je rencontre la personne qui avait fait ce film, je me rends compte que c'est le pur britannique.
que tout avait été fantasmé. Apparemment, en plus, il avait fait les premiers repérages. En plus, c'était même pas dans le sud, c'était au Canada. Donc, mais vraiment, donc, comment l'imaginaire peut créer quelque chose presque plus fort que le réel. Parce que même moi, dans le sud de ma France, le sud des États-Unis que je fantasmais, il ressemblait à l'enfant miroir, en fait. Mais quelque part, j'étais dans la même position que Philippe Ridley. J'ingurgitais des photographies de Walker Evans, voilà, tous ces artistes. Oui, les peintures de Andrew Wyeth, tout ça, et puis tous ces films qu'on dévorait tout le temps. Et c'est vrai que ce film a été un pivot, et cette rencontre a été vraiment importante. C'est pour ça que je voulais que cet entretien aussi, il figure, c'est un des premiers entretiens qu'il y a dans le livre. Et pour moi, c'était aussi important. Et après, c'est marrant, je parle aussi de Tideland, qui est pour moi aussi une sorte de représentation absolue de ce gothique américain. De Terry Gilliam. Mais Tideland, au final, c'est Terry Gilliam qui n'est pas américain. Et par contre, là, j'ai rencontré l'auteur qui, lui, est un pur enfant du Texas. Et lui-même, alors que ses premiers romans étaient vraiment très ancrés dans le Texas qu'il avait vécu, il avait voulu créer un Texas, un lieu fantasmatique, un lieu à la limite du surréalisme. Il avait voulu transcender son univers à travers ce livre qui, là encore pour moi, c'est ce sort de matrice de ce sud qui me passionne. Mais c'est étonnant parce que je pense, tu n'en parles pas dans ton livre, mais je pense aussi à la dernière séance de Bogdanovich, qui avait jamais mis le pied dans le sud des États-Unis et qui parle du sud comme jamais. C'est étonnant comment des films, le cinéma arrive à être des sortes de porte-voix comme ça, d'auteurs, et à être très près de... Qu'est-ce que c'est cette odeur-là Bogdanovich s'était adapté de Larry McMurtry, qui lui était un Texan pur jus. Et tous ses romans sont assez géniaux d'ailleurs. S'il y a des questions, évidemment, levez, qu'on soit pas, que la conversation s'ouvre. Voilà, réfléchissez à vos questions. On va dire ça comme ça. Ouais. Attends, je vous donne le micro parce qu'on enregistre. Comment tu es parti aux États-Unis en voiture, en camping-car, je sais pas, et comment on rencontre les gens, comment ils acceptent de parler et de t'accueillir? Ouais, donc évidemment, c'est énormément de préparatifs en amont. En plus, moi, dès que je pars, c'est pas non seulement rencontrer personne, mais c'est aussi me renseigner sur la culture locale. J'adore tout ce qui est folklorique et tout ça, donc je me renseigne. Tu vois, quand j'étais en Louisiane, il fallait que je voie des roues-garous. Des roues-garous. Qu'est-ce que c'est? On en voit des photos dans le livre. C'est des hommes alligators qui font très très peur parce que c'est des sortes de vampires aussi. C'est un mélange entre le vampire, le loup-garou. Mais par contre, si tu croises le regard d'un roues-garou, t'es damné. Ta vie est foutue. Et le seul moyen de les faire fuir, c'est de leur jeter des grenouilles dessus. Mais pour moi, c'était très important parce que du coup, j'ai mieux compris le culte de la grenouille en Louisiane, par exemple. Mais voilà, c'était pour faire... Mais tu as croisé le regard d'un rougarou, donc. Mais parce qu'on en trouve dans les musées vaudous. Voilà. Donc... Donc voilà, je suis allé dans les musées vaudous. Évidemment, les photos étaient interdites, mais j'en ai prises quand même. Et je les ai mis dans le livre. Mais ta vie n'est pas foutue. Non, parce que j'ai pas croisé son regard. Ah voilà, c'est ça, c'était ça ma question. J'ai pas croisé le regard. Est-ce que tu as croisé le regard? Moi je pensais que tu avais croisé le regard, tu avais jeté les grenouilles, tout ça, non? Non. Rien de tout ça, ok. Bon. Mais donc, après voilà, c'est des préparatifs. Alors les premières fois, c'était tu loues une voiture immense et puis voilà, tu parcours. Donc tous mes premiers voyages, c'était vraiment en mode vraiment road trip. Où, voilà, énormément de kilomètres. Et les derniers voyages pour le livre, là je voulais prendre un peu la citation de Werner Herzog qui disait on visite jamais mieux que à pied. Et donc les derniers voyages, là j'ai fait vraiment à pied et en transport en commun.
notamment à la Nouvelle-Orléans. Et là, c'était vraiment intéressant parce que du coup, quand t'as pas de voiture, t'es vraiment plus bas que terre socialement. Et donc, du coup, là, j'étais vraiment avec la vraie population. Et ça, c'était formidable pour rencontrer des gens. Donc, c'était une approche très, très différente. Et les deux sont complémentaires, en fait. Voilà, je sais pas si ça répond. Après, tu es accueilli chez les gens, Ouais. ou inconnus? Alors j'ai fait un peu de tout. Il y a aussi des fois je fais aussi des Airbnb. Des fois tu vas chez des gens, voilà. Des fois c'est un peu craignos, t'atterris dans des sectes et tout ça. Ouais, les Airbnb c'est toute une aventure. J'en raconte un peu, mais c'est toujours assez fou. Après, j'aime bien toujours quand il y a des photos un peu flippantes, et puis après, quand il t'arrive des trucs, tu vas pas te plaindre. Mais, après, voilà, je logeais chez les habitants. Raconte-nous une aventure. Mais aussi, le truc, c'est qu'on rencontre les gens aux États-Unis, ça va très vite. Tu rencontres très vite du monde, et au bout de quelques jours, ils t'invitent à dormir chez eux. Donc c'est vrai que... À tes risques et périls. Ouais, mais là tu vois à peu près à qui tu peux faire confiance ou pas. Après on sait jamais, tu vois, quand t'as des gens qui sont vraiment super gentils, qui te disent non, monte dans la voiture, tu restes pas dans ce quartier. Tu sais pas pourquoi, ils te font peur et tu veux pas monter dans leur voiture alors qu'ils veulent te protéger. Tu sais jamais, t'es toujours un petit peu parano quand même. Tu fais au feeling, quoi. Ouais, d'accord. Non, mais les Airbnb, ouais, il y a eu plein d'anecdotes drôles. Mais ouais, une fois que j'ai atterri au Texas dans la secte de l'eau. Qu'est-ce que c'est Parce que ça, c'était... l'eau est plus très potable là-bas. Et du coup, il y a une secte qui s'est développée. Alors là, c'était un universitaire scientifique. Et toute la nuit, donc, j'ai pas dormi de la nuit, ça m'a fait hyper peur. Mais il récitait des prières... à un dieu de l'eau. Et puis après, il m'a dit que c'était aussi pour se motiver, parce qu'il voulait écrire sa biographie. C'est très bizarre. Mais donc voilà, dès que je suis arrivé, il voulait à tout prix que je boive leur eau, qui était en effet excellente. Et il me disait, elle est pure. Et ils étaient très, très, très beaux, très, très lumineux. Avec quand même beaucoup d'autocollants très conservateurs quand même un peu partout dans la baraque. Mais ouais, les anecdotes d'Airbnb, il y en a souvent. Moi, ça me fait penser à Get Out. Je sais pas, ça me fait penser à... Ah bah ouais, carrément. c'est le cauchemar. Bah, t'as le film, c'est Barbarian aussi qui commence dans des Airbnb. D'accord, ok. Voilà, mais là-bas, c'est vrai que c'est assez... Au final, c'est assez documentaire. Tu parles de la Louisiane et de l'imaginaire sudiste. Alors c'est bien parce qu'on révise aussi un peu nos classiques. Ça a été énormément filmé par Hollywood. Et c'est assez passionnant parce qu'on se dit, ah bah oui, on a vu quand même pas mal de choses. Tu parles de films d'Aldrich, d'un tramway, de Kazan. On circule à travers le cinéma hollywoodien qui a été très friand de ce territoire-là pour plein de... Peut-être parle-nous-en. Si tu veux, c'est que... Déjà, quand on me demandait quand c'est qu'il y aura... Les Proies de Siegel, évidemment, avec Clint Eastwood. Je suis allé dans la maison coloniale qu'il a inspirée, qui est la même que celle de Mandingo, d'ailleurs. Ah, Mandingo de Fleischer, qu'il faut, oui. Mais c'est vrai que quand on me disait est-ce qu'il y aura une suite à Redneck Movies, je disais si j'en fais une, elle sera documentaire. Et c'est vrai que je trouvais qu'il me manquait à l'époque où j'avais fait Redneck Movies, parce que les personnages de Redneck ne sont pas au centre. Je trouvais qu'il me manquait ces mélodrames historiques hollywoodiens un peu dégénérés, mais justement à la Mandingo, qui étaient à la limite entre l'exploitation, le cinéma d'exploitation c'est vrai et le cinéma gothique du Sud, en fait. Même si le film a été mal compris, mal reçu. Ah oui, complètement. Et puis ça a bousillé sa carrière. Après, ça a cartonné en salle. Par contre, ils ont même fait une suite. Ok.
Mais donc je trouvais que ça manquait parce qu'on était quand même si les personnages de Redneck n'étaient pas forcément au centre, ça faisait partie de cette culture gothique du Sud. Donc c'est vrai que du coup, je voulais revenir sur ces aspects-là qui me semblaient qui manquaient. Et c'est vrai qu'à force de creuser dans ce Sud un peu macabre, le point final, c'est quand même la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, tu es entouré de cimetières. Tu as tout ce tourisme macabre, tu as le musée de la mort, tu as ces charlatans vaudous partout, tu as le musée de pharmacie où c'est que les aberrations médicales qui ont créé des tas de morts, enfin, tous les gens qu'on a soignés à la strychnine et tout ça, enfin. Mais où ils font aussi des mariages. Parce que tous les endroits. Dans ces musées, voilà, oui, mais parce que tout ce qui est macabre et aussi festif. Et célébré. C'est quand même un endroit où tu peux aussi taxidermiser les personnes que tu perds et les garder avec toi. C'est le seul endroit des États-Unis où on n'enterre pas les morts sous terre. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Ils restent au niveau du sol, en fait, parce que sinon, avec les marées, ils remontent. Donc, en fait, les tombes, elles sont comme nous en France, tu vois, elles sont sur le sol, en fait. Les corps sont posés à même le sol. Et donc, il y a eu tout aussi des traditions photographiques. Et donc, à un moment, je suis les traces d'un photographe qui s'appelle Clarence John Laughlin et qui, lui, mettait souvent des personnages voilés, des femmes en noir. Il a inspiré notamment Mrs. of the Afternoon de Maya Deren. Maya Deren, ouais, c'est ces silhouettes noires avec des visages miroirs. Donc lui, il photographiait ça toujours dans des cimetières de Louisiane, au milieu des ruines. Et voilà, la Louisiane, tu es au milieu de tout ça. Dès que tu arrives, tu es dans Dan Bailo, tu passes telle rue, c'est Lorelula. En fait, c'est dans un film en permanence. Tu comprends pourquoi le cinéma s'est nourri de ces terres-là, de ces lieux-là. Herzog qui a fait Mais bien sûr, qui a fait son Bad Lieutenant. Son Bad Lieutenant, là-bas, avec Nicolas Cage. Premier, qui est vraiment génial. Oui. Et là aussi, c'est vraiment des territoires hantés. Parce que ce qui lie tous ces voyages, c'est vraiment l'idée de la ruine et des fantômes. Et c'est vrai, donc je suis allé sur les endroits où il y a eu Katrina et tout ça, mais la trace des désastres, elle est toujours là. Tu as même les traces des maisons comme des carrés au sol, où il n'y a plus les maisons, il n'y a plus rien, mais tu sais qu'elles ont été là. Il y a la belle série de David Simons, Trémé, qui en parle très bien. Oui, voilà. Dans un autre registre. Pour moi, tout ça, ça rejoignait aussi, par exemple, tout le travail que j'ai fait de recherche sur les derniers drive-in au Texas ou les parcs d'attractions à l'abandon. Pour moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller dans ces lieux, les ressentir et voir ce qu'ils me disent des gens qui ont été là à des époques et qui ont rêvé dans ces environnements, en fait. Et c'est ça que je vais chercher. C'est un peu un dialogue avec les ruines, quelque part. Et qu'on est à la Nouvelle-Orléans, on est au milieu des ruines et des marécages. Mais c'est étonnant parce que tu consacres tout un chapitre au parc d'attractions et on pense à Carnival of Souls de Herc Harvey. Voilà, et de The Amusement Park de Romero. Comment t'expliques ça ? Comment cette fascination-là ? Parce que moi, j'assure ma petite transition avec ton univers de poupée. Mais comment c'est si inspirant et c'est pour le cinéma et pour ton sujet aussi, le parc d'attractions, quoi. Même le parc d'attractions déserté, quoi. C'est le parc d'attractions déserté qui m'intéresse. Quand il y a des gens dedans. Non, mais dans The Amusement Park, il n'est pas tout à fait déserté. Il n'est pas déserté, mais il est hanté, quoi. Il est hanté. Il y a cette scène magnifique où justement, il n'y a plus que le silence. Et là, il y a une angoisse terrible. Après, tu as des motards qui arrivent. C'est là, pour le personnage principal, c'est l'horreur. Mais oui, mais pareil, c'est pour moi on rejoint l'étrangement inquiétant, en fait. Ça garde des traces humaines. On sent les humains partout autour de nous, mais ils sont pas là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas les parcs d'attractions abandonnés, c'est pas éloigné des drive-in abandonnés.
En fait, c'est des lieux qui étaient faits pour être populaires, pour s'adresser à tout le monde, pour s'amuser, justement sans barrière. Et au final, leur fonction première n'est plus là. Donc, qu'est-ce que ça devient ? Et qu'est-ce que ça nous dit ? Et moi, c'est vraiment ce langage-là, cette idée de monde entre le visible et l'invisible qui m'intéressait tout au long du livre. Et d'ailleurs, je commence le livre dans ces lieux très étranges à Paris. D'ailleurs, c'est dans les immeubles plats du 15e arrondissement, où là, j'avais pris le guide de Roger Caillois, Petit précis à usage des fantômes, où il disait que ces immeubles avaient été créés pour des personnages à la Nosferatu. Et vu qu'apparemment les êtres humains ne peuvent pas, ne serait-ce qu'y rentrer un lit ou des meubles. Donc à qui servent ces immeubles ? Et donc cette idée vraiment de lieu qui crée un dialogue entre les vivants et les morts. Les vivants et les morts, voilà, le visible, l'invisible, le présent et l'absent. Tout ça m'intéressait énormément. Et j'ai voulu suivre le chemin que je suis. Il est dans ces espaces-là, dans ces entre-deux-là. Parce que pour moi, ça rejoignait aussi le rapport au cinéma et l'imaginaire et le réel. Ce qui, quelque part, c'est ça, l'enfant miroir aussi. Qui croit que sa voisine est une vampire. Voilà. C'est ça. Oui. Alors que c'est juste une femme malheureuse. Oui. Et puis qui voit des personnages dans une limousine noire qu'il est seul à voir. Alors, est-ce que c'est lui qui est fou ? Est-ce qu'il a raison ? Quelles sont ses visions ? Non, pour ceux qui n'ont pas vu L'Enfant Miroir, qui est ressorti en Blu-ray, un des premiers rôles de Viggo Mortensen aussi. Oui, dedans. tout à fait. Mais c'est un film sublime. Vraiment, il n'a pas fait beaucoup de films, Philippe Ridley. Non, il a fait que 3 longs métrages. Par contre, il a fait fait des livres pour enfants, des pièces de théâtre. Celui-là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Question. S'il y en a. Non, je continue. Moi, j'en ai des questions. Bon, prenez le temps. Il y a toute une deuxième partie sur les poupées. Les fabricants de fantasmes. Pas toute la partie. Non, parce qu'après, non, pas toute la partie. Parce que la fin, on est plus sur le cuir. Il y a une grosse section. Sur Kenneth Anger et sur tout ça. Oui, tout à fait. Mais disons que ça assure une belle transition avec tout un pan du cinéma aussi. Donc encore une fois, ce dialogue-là entre des artistes contemporains comme Hans Bellmer, par exemple. Et vas-y, parle. En fait, donc la première partie, on est vraiment sur des déambulations géographiques et imaginaires, mais on est vraiment dans des lieux précis. Et sur ces trajets, il y a des motifs qui reviennent, et notamment le motif de la poupée. Alors toujours la poupée un peu inquiétante, la poupée un peu terrifiante. La marionnette, l'automate. Et c'est vrai que pour ce livre, déjà la méthode, elle a été assez singulière parce que je suis parti vraiment des photographies et de mes archives. Et c'est à partir de là que j'ai commencé l'écriture. J'aimais bien les livres de Patti Smith, par exemple, où elle utilise vraiment la photo comme matière première pour l'écriture. Et donc là, c'était vraiment un processus très différent. Je fouille comme un enquêteur et Tu fais toujours tes collages, tes scrapbooks, un peu comme Bertrand Mandico, ou tu en fais ou pas alors, du coup, je n'en fais plus, mais je devrais en refaire. Mais je suis du coup retombé sur mes premiers cahiers. Et voilà, où je faisais des collages. Et surtout, j'avais des carnets intimes. Et ça, j'ai repris l'idée dans le livre, où tout était composé que de citations d'auteurs. Parce que j'avais toujours peur qu'on tombe dessus et ça me terrifiait si j'écrivais à la première personne et qu'on tombe sur mes trucs. Donc, du coup, je prenais les citations des autres, les mots des autres, mais qui en même temps, je trouvais qu'ils s'exprimaient mieux que moi, donc c'était parfait. Ouais, tu t'es un peu. Donc là, en fait, j'ai repris un peu le même. Je trouve que ça apporte toujours une dimension supérieure, puis parfois quasi philosophique.
aux expériences vécues. Donc on peut aussi lire le livre à travers toutes ces citations qui le Mais oui, parce qui qu'elles le sont ponctuent. complètement, ouais, ça montre comment dire, toute l'étendue quand même de tes lectures, qui sont très, très éclectiques. Ça va de Ibsen, Buñuel. On est vraiment, on voyage vraiment, et puis ça donne envie de creuser aussi. Mais Après, je suis un boulimique de lecture, hein. Ouais, mais ça, j'ai Mais, compris. Ça se sent. Mais voilà, et donc en fouillant, je me suis aperçu que depuis mes premières photos, il y avait toujours ces images de poupées partout, qui me suivaient. Et en fait, je me suis rendu compte que, comme ces lieux, elles me parlaient aussi de ce monde invisible. Elles essaient d'imiter des enfants, mais évidemment, elles n'en sont pas. Et donc, on est toujours dans ce territoire qui m'intéressait. Et du coup, ça m'a aidé aussi à mieux comprendre ma fascination pour tout un cinéma, parce qu'en fait, tout le cinéma que je parcours dans le livre, qui est quelque part ma cinéphilie, c'est pas une cinéphilie classique, c'est des films qui sont toujours entre des formes d'onirisme et d'horreur. Et c'est vrai que du coup, ça m'a permis de mieux comprendre ma fascination pour le travail des frères Coué, par exemple. Donc que j'ai rencontré aussi. Qu'on a fait venir ici aussi, qu'on connaît plutôt pour Institut Benjamin Ta, L'accord de l'étranglement, alors que les courts-métrages, ils ont commencé vraiment par... Et c'est vraiment tout un travail. Par et même l'animation, le dernier, ils ont encore continué à travailler qu'avec des poupées. Et aussi, c'est comme une obsession dans toute leur œuvre. Et en même temps, il y a des choses, parce qu'aussi j'utilise beaucoup de photographies que j'ai faites, mais aussi il y a des cartes postales, des photos d'exploitation que j'avais gardées. Et il y a notamment des photos du film Dolls, les poupées de Stuart Gordon, que j'adorais quand j'étais ado. Et il y a une photo, c'est celle-là d'ailleurs. Et j'ai vu et revu le film et je n'ai jamais vu cette image dans le film. Ah, ok, d'accord. Et du coup, je m'étais créé dans ma tête toute une histoire autour de cette image, en fait, qui est complètement aberrante. On ne sait pas où est le bas, le haut. Et en fait, juste cette image seule a créé un imaginaire au-delà du film, mais elle était dans les... Ça a dû être tourné. Dans les images d'exploitation. Voilà, donc ça a dû être tourné à un moment. Mais c'est un film où il y a beaucoup de poupées dedans. Même Les Inconnus avaient fait une parodie. Les poupées Klaus Barbie. Ah oui. C'était toujours drôle. C'est toujours drôle, ouais. C'est un autre humour. Alors... Et du coup, après, j'ai rencontré le gars qui avait fait les effets spéciaux, qui a commencé ado. Et un de ses premiers boulots, c'était de travailler sur le film Dolls. D'accord. Parce que ce film m'obsédait. Donc il fallait que, comme Harry Cruz, il fallait que je rencontre, que tu rencontres les personnes. Et là, c'est ce gars qui s'appelle Gab Bartalos, qui après a fait des films aussi complètement barrés. Mais d'ailleurs, il a fait une sorte un film qui s'appelle Écorché vif. Ça commence un peu comme un massacre à tronçonneuse et puis ça part dans des délires. Et il fait partie des seuls artistes de maquilleurs, effets spéciaux, qui a des expos dans des musées d'art contemporain. D'accord. Il travaille beaucoup avec Matthew Barney. Ah, ok. Lui qui fait toutes ses les prothèses, les crémasters et tout ça. Crémaster 3, voilà. Guggenheim, qui Voilà. était avec toutes les prothèses. Les prothèses de la... C'est ce gars-là qui est fascinant. Et là aussi, s'arrêter sur ces rencontres, ces personnages. Comment ils sont dans la vie? Mais ils sont absolument géniaux. Mais justement, alors c'est pas forcément des personnes extrêmement connues. Mais moi, dans mes rencontres, je commençais à faire des interviews, j'avais 16 ans. Donc j'en ai rencontré du monde. Mais ces personnes-là, elles m'ont vraiment marqué parce qu'elles avaient vraiment la passion et elles m'ont emporté avec elles, en fait. Donc c'est vrai que c'était un bonheur pour moi de rassembler ces archives que j'avais et de faire un peu ce casting de rêve. Puis il y avait aussi une autre chose, c'est que certains sont décédés entre-temps et notamment beaucoup de lieux n'existent plus non plus.
par exemple Harry Cruz, les lieux où il avait vécu, les lieux que j'avais photographiés, ils n'existent plus aujourd'hui, par exemple. Et donc il y avait aussi transmettre cette mémoire. Je trouvais que c'était vraiment important. C'est la question du temps. Elle était aussi là dans les livres précédents, mais là, elle est vraiment très présente, notamment quand tu travailles sur les ruines. Et ça m'a fait plaisir de voir tes petits clichés du musée des moulages, tout simplement parce que c'est juste à côté. Ouais, Je ne sais pas si vous y êtes allé, il faut y aller. Alors, l'hôpital Saint-Louis est spécialiste de toutes les maladies de peau et de toutes les déformations et tout ça. Je ne sais pas si c'est gratuit, mais c'est à 200 mètres. Et on a l'impression d'être dans un Tintin et on voit donc toutes les moulages de toutes les pires choses que vous pouvez imaginer. Et c'est dans un lieu, dans la salle est super belle, quoi. C'est hallucinant et c'est ici, à côté. Donc, on en ressort d'un drôle d'état. Ouais. Non, moi j'avais vu l'ordre de Jean-Daniel Paulet, donc sur les lépreux. Projeté dans cette salle, donc c'était vraiment c'était incroyable. Ouais. Déjà que le film il est bien marquant. Non, ils avaient vraiment choisi le lieu et le Saint-Louis, toute cette histoire là. Ok. Question, je reviens toujours aussi là. Ouais. Tu parles de la découverte des films à la télé, en VHS, et après maintenant ton amour des lieux vides, des drive-in abandonnés, tout ça. Quel est ton rapport au cinéma avec le fait qu'il y ait des gens, de ne pas être tout seul? Moi justement, vu que je viens de la campagne où il n'y avait pas de cinéma, quand je suis parti à la ville et que j'ai découvert l'expérience de la salle, dès mes 17-18 ans, quand j'ai découvert ça, de suite j'ai plus eu de téléviseur en fait. J'ai plus regardé la télé en fait. J'ai eu des téléviseurs pour regarder les VHS et les DVD, mais c'est vrai que pour moi c'était terminé parce que c'était comme ça que j'aurais dû découvrir les films. Mais en même temps, ces VHS qui parfois il n'y avait plus la couleur et tout ça, elles m'ont fait aussi me créer des univers dans la tête. Et je faisais partie des gens qui enregistraient vraiment les bandes de son sur des cassettes. Qu'ensuite j'aurais écouté tout le temps pour rester dans l'ambiance des films. Et c'est pour ça, dans les livres, on n'a pas de son avec. Si je pouvais mettre du son avec les livres, je serais très content. Pour moi, il y a vraiment des fois des sons, des musiques des endroits, des images me rappellent en fait. Mais c'est vrai, moi par exemple, Massacre à la tronçonneuse, je l'avais vu, elle était quasi noir et blanc. La copie, la première fois que j'ai vu le film. Et donc pour moi, c'était un film avec du son où on voyait quasiment rien. Pareil pour le film de Catherine Bigelow, là, le premier. Je pensais que c'était un film en noir et blanc. C'est au-delà aux frontières de l'aube. Ouais. Near Dark. Et après coup, je me suis rendu, mais non, en fait, la photo, elle est sublime. Mais par contre, il y avait le son. Mais tu as trouvé des vidéoclubs, des vieux vidéoclubs et tout ça. Tu en parles un peu dans aussi. Ouais, je retourne aussi. C'est la même démarche. Et là aussi, je vais dans des anciens vidéoclubs et je regarde un peu ce qui reste. Mais où l'aspect transgressif et subversif est moins présent, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on y. Tu sens. En fait, il y en a, je vais les voir, ils sont déjà en ruine. Donc il y a il n'y a plus rien dedans. Et après, je suis allé, dans des vidéoclubs clandestins, donc pas officiels, parce que sinon il faut payer des droits de locatifs et tout ça. Oui. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout la métier. Même. Voilà, mais il n'y avait pas du tout la même dimension. Mais c'est ça. Où moi, quand j'étais. Mon collège, il était à Limoux, il y avait rayon horreur et rayon porno. Et il n'y avait rien. Sauf que parfois, en horreur, ils mettaient un Tarkovsky. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert Tarkovsky, d'ailleurs. Quelle surprise! Mais de toute façon, il n'y avait que 2 rayons. C'est lequel de Tarkovsky? Il me semble que c'était soit Le Sacrifice, soit Nostalgia. Oui, quand même pas de l'horreur. Mais je les ai découverts à cette époque-là en VHS.
J'étais dingo de Nostalgia, qui est une sorte de film d'angoisse. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Avec la bougie. Ouais. Oui. Oui, deux questions. D'abord, pour Indian Runner, est-ce que tu sais pourquoi Sean Penn a demandé à Harry Cruz de figurer? C'est le début du film en plus. Ouais. Et deuxièmement, quand j'ai rencontré Maxime en 99, donc ça fait beaucoup d'années, dans un festival de littérature du sud des États-Unis à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Et tu étais avec ta mère et tu revenais d'une maison de retraite pour prêtre et curé. Ouais. Et non mais c'est tellement l'univers. C'est comme ça que j'ai rencontré Maxime. Et j'étais en retraite. Il y avait 5 écrivains américains, dont une du Mississippi, qui avait demandé à Maxime, vous êtes britannique? Parce qu'il avait la crête et tout ça. Bon, bref, j'ai l'impression, et on se parle souvent, on se voit éventuellement, puisque je suis née à Montauban, malheureusement passé extrême droite dimanche. Bon, bref, ça c'est horrible. Que tu m'as recommandé en janvier, moi je ne connaissais pas le réalisateur David Gordon Green, qui était à la Cinémathèque. Et c'est un sud que je connais absolument aussi, puisque j'ai sillonné ces terres du Mississippi, Louisiane, etc. Mais en te voyant toujours, ou en te parlant, j'ai toujours l'impression que tu sors de la maison de retraite de ton tonton ou que tu es dans ce genre d'univers. Mais c'est merveilleux et je te remercie de continuer à écrire des livres et à faire des films. Bon, alors d'abord Sean Penn. Voilà. Alors Sean Penn, déjà, en fait, donc Sean Penn était fan à l'époque où il était avec Madonna, en fait. Ils étaient fans de Harry Cruz. C'était leur écrivain préféré. Et donc, Sean Penn voulait adapter au départ Le Roi du Chaos de Harry Cruz. Et pendant des années, il y a eu ce projet qui était... ça s'arrêtait, ça repartait. Et donc, ils ont vraiment entretenu une amitié. Puis même, Harry Cruz avait écrit un texte où ils allaient à un match de boxe avec Madonna et Sean Penn. Et puis, c'est de la boxe ou du catch maintenant. Mais c'était... non, ça devait être boxe. Parce qu'il était assez fan de ça. Et donc, voilà, je pense qu'il voulait vraiment... pour lui, c'était un honneur d'avoir son auteur préféré dans son film. Et il y avait un autre truc, c'est qu'il s'était senti aussi d'être un peu mécène de Harry Cruz, parce qu'en achetant les droits du Roi du Chaos, Harry Cruz a pu acheter une maison. Sauf qu'Harry Cruz, il était bouffé par la culpabilité, parce que quand son fils avait 4 ans, Harry Cruz, il buvait beaucoup d'alcool, et quand son fils a eu 4 ans, il s'est noyé devant lui dans la piscine. Et il a eu un grand sentiment de culpabilité par rapport à ça, forcément. Et quand il a pu s'acheter cette maison avec l'argent des droits du Roi du Chaos, il a donné la maison à son ex-femme. Parce qu'il lui faisait toujours des cadeaux pour essayer de se racheter de cette chose dont il s'est... jamais remis, quoi. Il s'est jamais remis, en fait. Il était traumatisé. Et donc... voilà, c'est que Sean Penn, pendant pas mal d'années, il a aidé, grâce à ses options d'Hollywood, là, à faire revivre Harry Cruz, en fait. Mais ils étaient vraiment amis. Et après, mon oncle chanoine, j'allais souvent le voir. Et de toute façon, moi, je détestais aller à la mer et tout ça. Je déteste la plage et tout ça. Donc, j'allais souvent au monastère et aux maisons de retraite l'été. Et c'était super pour lire des bouquins. Donc, voilà. Ça m'a permis de lire tous ces bouquins atroces qui m'ont inspiré pour mes voyages. Donc, c'est très bien. Donc oui, je dois encore emporter peut-être les retraites spirituelles avec moi. Des questions encore avant de passer à la dédicace.
Alors moi, je t'ai demandé une petite liste. Il y a plein de films. Alors, ce qui est génial dans ton livre, c'est ça donne envie de voir plein de films qu'on n'a pas vus, forcément. Mais je t'ai demandé une petite liste, voilà. Donc, je te demanderai juste quelques mots. Bon, on a parlé de Thaïlande, on a parlé de Mondo. Tiens, Caligari de Sayadian, Docteur Caligari. Ouais, ben ça aussi, c'est quelqu'un. T'as pas mis Café Flèche, mais tu aurais pu. J'aime tout son travail, mais alors lui aussi c'était un mystère parce que c'était quelqu'un qui a fait des films sous le nom Rince Dream dans les années 80 et qui étaient des films fascinants parce que c'était produit dans le milieu du porno. Mais dans le porno, on disait que c'était de l'anti-porno tellement que c'était dépressif et déprimant et complètement barré. Mais il y a une vraie ambition de cinéma. Carrément. Mais c'est magnifique. La photo est géniale, la musique est géniale. Et il fait partie aussi de ces personnages. Pendant des années, ils ont été des mystères. Et au moment où j'arrive à le rencontrer, donc, tu l'as rencontré. Donc voilà, il y a un long entretien avec lui. Et là, c'est fascinant. Le gars, il a côtoyé Orson Welles, il a failli travailler avec. Et en même temps, il a côtoyé toute la scène punk de Los Angeles. Et donc maintenant, il est à découvert. Maintenant, on sait que c'est lui. Mais pendant des années, il y avait ce mystère. Et c'est pareil, il y a cette sorte d'enquête de qui est ce personnage. Et ce film, Caligari, donc ça serait, en fait, l'histoire, ça serait la fille du fameux docteur qui ferait des expériences où elle transmettrait les névroses d'un patient à un autre. Enfin, ça fait un chaos général absolu. Il faut dire que c'est un film érotique quand même. C'est un film érotique, oui, carrément. Mais spécial. Et c'est un film qui a eu quand même beaucoup d'impact parce qu'il y a toute une scène justement au Texas qui s'appelle la scène, on appelle ça le Zolo. Mais c'est des musiciens, ils s'inspirent aussi de groupes comme Devo, mais qui font une musique qui s'inspire vraiment de cet univers hyper coloré qu'on a dans Caligari. Et qui font, je dirais, une sorte de new wave hyper rapide, hyper technique, avec toujours des danses complètement déstructurées, mais comme on voit dans le film, en fait, où tout ressemble à des poses de mannequins. Et voilà, c'est un film qui a vraiment eu un impact, qui est vraiment culte, et qu'on redécouvre maintenant, parce qu'enfin, il est sorti... Il est sorti en vidéo, mais il fait partie de films qui ont été importants pour moi. Ouais. Alors, on a parlé des poupées. L'ami américain, tiens, de Wenders. Ah oui, parce que ça, c'est aussi un aspect important du livre. Donc voilà, la première partie, je finis à la Nouvelle-Orléans, et pour la seconde partie, il fallait que je finisse le livre dans une ville qui soit aussi forte en termes d'imaginaire cinématographique. Et Hambourg, c'est vraiment par plein d'aspects une version de la Nouvelle-Orléans en Europe. T'as le quartier rouge, t'as tous ces endroits, ces musées toujours assez morbides. Et puis t'as ce rapport aussi à cette eau qui environne... qui t'environne, et le fait que dans n'importe quelle rue que tu sois, tu as l'impression d'être sur un lieu de tournage de film, en fait. Et moi, ce qui m'a fasciné vraiment en y revenant, en revenant sur plein de lieux de tournage à Hambourg, c'est qu'au final, l'ami américain, Hambourg n'a pas vraiment changé depuis. Je suis retourné dans les... Ça s'est construit quand même, sur le port et tout ça. Ça s'est construit, mais par exemple, alors, il s'appelle le zoo, mais en fait, le parc d'attractions qu'on voit dans le film, il est exactement pareil. L'atelier où travaille le personnage de Bruno Gant, c'est pareil. La maison de Dennis Hopper, elle est en rénovation, mais elle a aussi cet aspect maison blanche à colonnade. On dirait vraiment une maison de plantation sudiste. Et c'est surtout l'ami américain, pour moi, c'est au-delà du fait que c'est la ville, le personnage principal, c'est vraiment un cri d'amour
pareil, comme l'enfant miroir, c'est un cri d'amour au cinéma américain, vu que même dans les acteurs sont des réalisateurs américains. Mais oui, non, mais Wenders, c'est intéressant de presque finir là-dessus. D'ailleurs, il est aussi à Paris, Texas. Oui, non, mais on se rend compte que c'est des cinéastes qui ont vraiment fantasmé, déliré les États-Unis sans même le connaître, mais en le connaissant par le cinéma. Et Wenders, c'est vraiment ça. C'est vraiment une sorte d'imaginaire comme ça, un pays rêvé. Par les films, il a plus connu l'Amérique à la Cinémathèque à Paris plutôt qu'en y allant, quoi. Ouais. Je mettrai ta section DVD sur le site, comme ça on pourra s'y référer. Et puis surtout, voilà, tout est dedans. Ça te va si on s'arrête là et on passe à la dédicace et au pot. Sauf ouais. si aussi s'il y a des questions, ou s'il y a une intervention, même pas une question. Non, allez, on te remercie. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. On va faire la dédicace près de la caisse. Voilà, et vous pouvez acheter l'ouvrage en caisse.